24 janvier, je continue dans la métaphore marine, si je puis dire. Et donc, au lieu de continuer sur les dérives, je vais plutôt m'orienter vers quelque chose que j'aimerais euh, développer, euh, chronique d'un naufrage à venir ou d'un naufrage en cours, d'un naufrage annoncé, en tout cas chronique d'un naufrage. Et donc on voit que je suis toujours dans cette ambiance marine. La chronique, c'est pas un problème, je sais, puisqu'on est dans le domaine des mots, donc ça me rappelle mes cours d'histoire grecque, et donc et histoire grecque, un peu, oui, une histoire de l'art et des choses comme ça. Mais en tout cas, il me reste la référence au titan Chronos, qui est le maître du temps. Et donc, quelque part, je me mets un peu sous sa protection, d'une certaine façon. Donc, je vais faire dans la chronicité, et la chronicité qui se déploie au fur et à mesure. Ce n'est pas chronique. C'est en même temps, il y a des temporalités très mobiles. Il y a c'est une chronicité du temps d'avant et du temps présent et du temps peut-être à venir. Ça se mélange. Après, donc, les métaphores marines, donc, pour ce qui est du naufrage, j'ai une expérience très concrète de ce qu'est un naufrage, puisque le bateau que mon père avait fini par avoir avait fait un naufrage. Je ne sais pas comment on dit, avait en fait été est allé s'échouer. Un échouage plutôt qu'un naufrage. Mais en tout cas, c'était le bateau du malheur à tous les sens du terme. Et mon père, quand il a choisi la mer, il est allé à son propre naufrage. Et j'ai grandi donc dans cette ambiance de une sorte de marche ou de course vers l'abîme. Donc il y a, il y a quelque chose de très familial dans cette histoire-là. Si j'échoue, c'est parce que mon père a échoué, parce que peut-être d'autres gens dans mon entourage ont échoué. Mais mon père a échoué, j'allais dire, il avait des raisons objectives, hein, quelque part. Il a échoué parce que il y a eu à la crise de 29 qui a ruiné son père à lui. Donc il a quitté la ville, ils sont allés se réfugier à la campagne. Et puis après, bon, il y a eu la période un peu trouble au Maroc de cette époque. Et donc, et puis, on peut dire, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Moi, je suis né dans une période relativement tranquille. Il y a eu, bien sûr, une guerre. Il y a eu une ambiance politique un peu pesante. Mais celui qui voulait finalement se construire un avenir, il le pouvait. En tout cas, c'était valable pour ma génération à moi. Après, les autres, ceux qui sont venus plus tard, n'ont rien trouvé. Normalement, même avec le même diplôme que leurs prédécesseurs, ils ne pouvaient prétendre à rien. Donc voilà le naufrage chronique d'un naufrage en cours. Euh, il y a la chronique d'une mort annoncée. J'avais transformé ça, la mort devant soi. C'était une sorte de un retournement de la vie devant soi. Et moi, j'en avais déjà fait la vie derrière soi. Puis après, je suis passé à l'étape suivante qui était la mort devant soi. Là, je reviens
moins sur le thème de la mort que sur le thème de la perte et sur le thème du déclin, qui était pour moi un thème très interpellant. Je voulais étudier le déclin et la décadence pour voir pourquoi l'ère culturelle qui est la mienne au départ, pourquoi elle a fini par s'atrophier, par connaître une sorte de torpeur, voire d'immobilisme et de régression sans fin. Donc voilà, et j'arrive moi, issu de cet héritage-là, et j'arrive et je demande ma place dans le monde, et le monde finalement en exigeant aussi le respect de quelque chose qui m'appartient en propre, mais le monde est s'en fichait. Il en avait cure. Donc voilà, donc je voulais parler d'une chose, un aspect auquel j'ai pensé aujourd'hui. À notre époque, immédiatement, on parle beaucoup des influences. Alors, il y a les influences croisées, évidemment, on parle d'influence des sites internet, de la propagande, etc. N'empêche que l'influence et la propagande aussi, évidemment, ça n'a pas commencé seulement aujourd'hui ou avant ou hier. Ça a commencé bien. Ça a commencé c'est depuis le début du monde. En tout cas, moi, à mon époque, j'ai vécu un moment spécial, un moment particulier dans lequel il y avait des influences de toutes parts qui traversaient, qui pénétraient, qui pesaient sur les choix ou la façon qu'a un être de mon temps, jeune de mon époque, de, de percevoir un peu les, les perspectives et de se construire un destin. Il y avait les influences, évidemment, les influences du récit national local, et puis il y a toute une propagande qui se diffusait à travers la radio, à travers les journaux, à travers les revues. Déjà à l'époque, il y avait un soft power très puissant qui finalement avait recours à la radio et à l'écrit. Et c'était assez efficace quand même, puisque ça pouvait orienter les choix et même les choix de vie et les choix idéologiques d'un être. Donc, un peu le nationalisme arabe, un peu la question de la Palestine, un peu. Et même quand je suis arrivé en France, il y avait même une histoire. J'ai trouvé des gens qui étaient partisans d'une révolte qui avait lieu dans une région qui appartient aujourd'hui au sultanat d'Oman, le Dhofar. Donc il y avait là une révolte, il y avait là un mouvement insurrectionnel, voilà, je vais dire crypto-communiste, hein, peut-être un mouvement stalinien, qui sait. En tout cas, commencer, c'est assez, quelquefois, je ne sais pas ce que peut avoir comme cohérence un mouvement de cette nature dans un environnement tribal et finalement privé de toute assise industrielle ou productive. C'est vraiment un non-sens historique et conceptuel. Et pourtant, j'ai chanté. Une de mes premières chansons, ça a été pour glorifier notamment le combat
de ces Dofari, et puis d'autres à côté. Notamment, à l'époque, j'étais favorable à un mouvement d'indépendance dit sahraoui, donc quelque part, il y avait des choses comme ça. Donc voilà, le naufrage, il vient parce on est dans un monde, je me rappelle le soft power, et il y avait le soft power koweïtien. J'y pense parce que j'ai une ex-amie, enfin une amie très ancienne, c'est pas une ex, c'est juste quelqu'un que j'ai connu et qui est devenu ambassadrice de France au Koweït. Et je sais que le Koweït, par exemple, a inventé, bien sûr, il y avait l'Égypte, la radio, la voix du Caire, la voix des Arabes. Il y avait le cinéma qui était aussi un soft power puissant, cinéma égyptien, et la littérature égyptienne. Mais le Koweït n'avait pas de littérature, n'avait pas d'écrivain, n'avait pas de cinéma, n'avait pas de radio. Et il avait une revue qui s'appelait Al-Arabi, l'arabe, tout simplement, et qui permettait de passer un peu en douce les choix et finalement, elle a institué le Koweït comme un État, comme un autre. C'était ça qui a permis au Koweït d'être finalement euh, d'échapper à l'emprise presque irakienne d'une certaine façon. Le Koweït s'est construit une légitimité à travers des revues, et notamment cette revue. Puis après, on a vu arriver des revues irakiennes, et même quelque chose un peu de libyen. Il y avait du libyen, mais irakien, mais c'était trop tard. La revue, j'allais dire, on peut dire l'île État, et la revue État, enfin, le mensuel État, qui fait l'État, qui a fait l'État koweïtien, lui était là depuis longtemps. Donc il avait suffisamment installé l'État koweïtien pour que personne ne puisse finalement légitimement ou réussir à le délégitimer, euh, à le contester. Le Koweït et la famille régnante, etc., etc. Le Koweït par ses traditions, par son passé, évidemment par son éruption dans la modernité, par ces villes qui se construisaient, par ces élites qui étaient en train d'être formées, par tout un tas de gens, notamment palestiniens et autres. Donc nous ne parlons pas de l'influence française, qui est évidemment une des influences majeures, mais en plus on a eu des professeurs qui venaient d'autres pays arabes, mais aussi qui venaient, pour les matières scientifiques, qui venaient des pays de l'Est. Sans parler des professeurs français, notamment il y avait un professeur d'anglais qui était français. Donc j'ai appris l'anglais avec l'accent français. Seulement moi j'écoutais la radio anglaise, enfin la radio, les cours sur l'antenne arabe de la BBC, donc j'ai échappé à l'accent français. Quand je parle anglais, je n'ai pas l'accent français. Et pourtant, celui qui m'a initié à l'anglais à l'école, c'était un Français. Voici donc ces choses-là. Alors, les influences de partout. En France, on n'a pas toutes ces influences au niveau du corps enseignant. On n'a pas, bien sûr, le problème de l'influence, c'est quand il y a une influence qui émane d'une culture puissante, et en face, il y a une culture un peu faible, ou un peu qui ne peut pas finalement concurrencer la culture ou les cultures dominantes, notamment américaines, anglaises, françaises.
soviétique, etc. Oui, l'Union soviétique, qui elle aussi faisait du soft power par ses revues. J'achetais les revues soviétiques. Et à un moment donné, je me rappelle que le Koweït, par exemple, pour revenir sur le Koweït était passé à un autre stade, c'est qu'il traduisait des œuvres majeures de la littérature mondiale, notamment des œuvres théâtrales, et c'était, je ne sais pas où, voilà, il y avait donc le naufrage, il est dans le fait, il y a un étagement d'influence et finalement de référencement. Il y a l'étage premier qui est l'étage familial, mais l'étage familial est très vite relié à l'étage coranique. Puis on va voir l'école qui, elle, n'est pas la reproduction de l'école coranique. Elle intègre l'enseignement de l'islam, mais comme une matière parmi d'autres matières. Et ça s'appelait l'éducation islamique, voilà. Et après on rentre très vite en contact avec le français. Après on entre avec contact avec l'anglais, d'autres avaient choisi l'espagnol. Ce qui fait que on entre dans un monde qui est multiple et qui est divers et qui est finalement ne peut pas être vécu sur le même pied d'égalité. Mais là, alors qu'est-ce qui construit aujourd'hui les parents ne sont pas au courant de ce que peuvent finalement faire leurs enfants sur l'Internet. Et donc, il y a là la possibilité quelque part, il y a l'annonce d'une catastrophe à venir, puisque ça crée tellement de ruptures et ça fait éclater d'une façon qui est qui est définitive et irréversible, éclater les centres d'intérêt d'une personne. Donc on peut se retrouver à 1000 lieues de centres d'intérêt de ses parents et même de ceux de sa région. Et finalement, on est totalement... Il faut se localiser, il faut d'abord finalement partir de son territoire, de son assise territoriale, assise culturelle, puis après peut-être aller voir ce qui se passe ailleurs. Mais quand on commence très vite finalement à pratiquer la rupture, à pratiquer l'éloignement, à pratiquer le différencement, voilà donc comment ça ne peut pas bien finir. Voici donc chronique, et ce n'est pas et ce ne sont pas une chronique d'un naufrage en cours. Ce n'est pas uniquement moi dans cette affaire. Bien sûr, c'était, je pense, à moi, mais facilement, il est possible d'élargir. Aujourd'hui, il y a une chose qui est à la disposition de tout le monde, c'est la question climatique qu'on appelle quelquefois l'urgence climatique ou la crise climatique. Donc, ça a permis à des jeunes de pouvoir finalement mettre en relation leur appartenance à une mondialité à travers cette question qui unifie tout le monde. Tous les jeunes, finalement, de par le monde, peuvent se retrouver autour de cette question très rassembleuse, très unifiante, très, comment dire,
j'ai oublié le terme, mais en tout cas qui facilite la rencontre et, et donc, à part les gens qui contestent la thèse du réchauffement climatique, ça c'est autre chose, mais en général, on peut commencer une action dans un pays et finalement la propager plus loin. Exemple de l'extinction rébellion, tout ça, ça vient d'Angleterre, puis c'est en France, puis après on va retrouver ça, je ne sais pas où, au Nicaragua, je ne sais pas où. Voilà, donc une appartenance universelle, mais la question climatique, c'est pas une question qui c'est facilement, je trouve pas le terme. On peut, ça divise pas tant que ça. Et ça crée pas une sorte de clivage comme ça aussi net que peuvent l'occasionner d'autres questions. Il y a un accord, il y a une vision commune, il y a la conscience de la nécessité d'une action à l'échelle du monde, à l'échelle de la planète, etc. Là, la conscience, comme on dit, la conscience planétaire. Et on a oublié un peu de côté, si on prend un exemple, on a oublié tout ce qui faisait un peu un peu la spécificité du monde. Si on revient vers un pays qui s'appelle Bolivie, par exemple, récemment, il y a eu un coup d'État, et ce coup d'État a permis, je ne sais pas, aux descendants d'Espagnols, par exemple, de reprendre le contrôle de la situation. La situation avait été finalement la maîtrise de la situation politique était allée aux indigènes, comme on dit, en termes impropres, mais bon. Et puis là, il y a un retour en arrière, il y a une sorte de reprise en main, une sorte de revanche, etc. Là, c'est une question centrale. Et évidemment, ça oblige à se situer soit du côté des descendants des Européens, ou alors peut-être des métis, des sangs mêlés, en face de l'opposition aux gens qui se réclament d'une culture locale, évidemment, et là on peut voir les tensions et les conflits autour des questions de la possession de la terre, de la possession des richesses, de la distribution des richesses, et finalement, et aussi de politique, finalement, la politique d'égalité entre tous les territoires. Quand il y a une politique, j'allais dire, populaire, au sens, je ne sais pas quoi du terme, s'il y a un projet de développement, ça va concerner tout le territoire. Il n'y aura pas des territoires, on va dire, ce territoire-là est majoritairement peuplé par des gens qui sont finalement, qui ne méritent pas, parce qu'ils ne comptent pas. On peut les ignorer, on peut considérer qu'ils n'ont pas trop, ils ne produisent pas trop de valeur ajoutée, donc bon, on peut leur donner quelques miettes, mais quant à les faire profiter finalement d'un plan de ce qui est entrepris ailleurs, il n'en est pas question. Donc les divisions, on va dire, linguistiques, ethniques, et les conflits qu'il y a entre ça, entre la mémoire historique, il y a des gens qui sont encore en attente, prêts à se mobiliser pour récupérer leurs droits historiques, leur droit à la dignité, leur droit à la terre,
leur droit au respect, leur droit à vivre sur leur terre, hein, simplement la terre de leurs ancêtres. Le monde n'est pas comme ça, s'est réveillé, unifié, parce qu'il y a une crise climatique. Ça touche un certain nombre de gens, mais ça ne touche pas à la totalité. Donc le monde, et puis ce qui cause problème, c'est quand vous avez finalement des récits, des identités en conflit, quand vous avez euh, des modèles d'existence en conflit, quand vous avez des idéologies en compétition, quand vous avez aussi des choses qui ne sont pas claires. Vous faites une lecture, vous faites une rencontre, et votre destin, il est scellé suite à cela. Quelqu'un qui rencontre les trotskistes, d'une certaine façon, son compte est réglé pour tout le restant de sa vie. Et je dis cela parce que j'ai vu qu'il y avait un article qui disait qu'un site ou une revue qui s'appelle Révolution Permanente, finalement, a pu, grâce au mouvement social actuel, a pu finalement commencer à se faire connaître et à sortir un peu de la confidentialité qui était la sienne pendant. Donc un concept politique, celui de la révolution permanente, qui est celui des trotskistes. Et en quoi c'est problématique? Parce que finalement, c'est pas que vous êtes d'accord avec l'idéologie d'un groupe ou pas, c'est que vous y faites un peu votre place. Vous y cultivez vos amis, ça devient une partie de vous-même. Et quand vous quittez ce groupe, vous êtes perdu. Donc, vous ne le quittez pas, ou vous ne le quittez que quand vous êtes réellement obligé de le faire. Mais en tout cas, le groupe, même si vous le quittez, il continuera de vous influencer. Vous continuerez toujours. Je ne peux pas dire que les staliniens m'ont fait du mal de façon, j'allais dire, de façon directe. Les staliniens m'ont fait du mal parce que je faisais partie, parce qu'ils me considéraient comme membre d'un groupe trotskiste. Ce qui fait que, voilà, mais sinon, si j'étais pas tombé sur un trotskiste, les staliniens ne m'auraient jamais, finalement, m'auraient jamais infligé le moindre désagrément. Donc, et j'aurais pas eu d'idée spécialement contre eux. J'aurais même pas dit les staliniens, j'aurais dit je sais pas quoi, mais en tout cas, oui, le socialisme dans un seul pays, c'est clair que là, il y a une chose. Alors l'internationalisme, oui. Après, voilà, vous arrivez quelque part, euh, je me rappelle, j'étais en train de chercher à me loger, et puis j'arrive chez des gens assez âgés, et ils me proposent une pièce au fond de leur chez eux, de leur appartement. Et ils disent, ou quelque part, hein, comme tous les vieux à mon époque, c'est il y a un règlement qu'il faut respecter. Il faut ne pas rentrer très tard, il faut se coucher tôt. Je pense que même au niveau de la consommation d'électricité, il ne faut pas, etc. Il ne faut pas amener des gens, encore moins des filles, etc. Mais surtout, la chose qu'il m'avait dit, c'est qu'il y avait quelqu'un qui avait logé chez eux et qui a fait sa thèse chez eux. Donc je me voyais mal, moi, faire ma thèse dans cette ambiance. Alors si j'avais choisi, j'aurais été finalement contraint de m'adapter à cette ambiance. Voilà, c'est
ça aurait été, finalement, si j'avais pas dit non, eh ben, j'aurais subi un peu les inconforts dus à cette situation. Je suis arrivé finalement dans un milieu où il y avait des trotskistes et des socialistes, dans une organisation étudiante que je n'ai pas choisie, et qu'on a choisi pour moi parce que j'ai dit à quelqu'un, je voudrais m'informer qu'est-ce qu'il y a comme différence entre les deux organisations qui existaient dans le lieu où je suivais mes études. Donc, il m'a amené un acte de candidature pour une de ces deux organisations. Or, il se trouvait que c'était l'organisation qui était majoritairement dominée par les trotskistes. Et évidemment, il y avait des socialistes aussi, mais voilà, donc, sans l'avoir choisi. Et le fait d'avoir finalement d'être tombé sur les trotskistes m'a empêché plus tard de rejoindre le Parti socialiste parce qu'il y avait une défiance qui est née juste suite à quelques mots, pas beaucoup, juste quelques mots. Et je suis devenu, finalement, je ne pouvais pas supporter d'être dans un parti qui est un parti de gouvernement, un parti qui allait finalement appliquer des politiques, peut-être je pourrais considérer comme antisociales, une politique réformiste, une politique d'adaptation au capital et non pas de rupture avec le capitalisme, des choses comme ça. Mais finalement, voilà, donc on est à la merci. On est à la merci, vous arrivez quelque part, vous arrivez dans une faculté, il y a un groupe dominant, un groupe politique dominant, et soit vous l'intégrez, soit vous restez totalement à l'extérieur, soit vous intégrez un groupe concurrent, mais qui est évidemment moins dominant. Donc, à ce moment-là, vous entrez dans vous rejoignez un peu la bataille. Vous devenez finalement un soldat au service d'une cause quelque part, puisque souvent les organisations leurs divisions sont quelquefois issues d'un désaccord politique quelquefois assez profond. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe, mais voilà, donc le naufrage, il est dans le fait qu'il n'y a pas, qu'il n'y a rien qui contrôle l'action de l'individu, les pensées de l'individu, la vision de l'individu. L'individu est vrai lui-même, à lui-même. Je me rappelle, comment dire, là je viens d'écouter quelque chose sur l'histoire de l'attention, comme quoi l'Internet et ses problèmes de l'attention. C'est vrai que j'avais ce problème d'attention depuis toujours, à cause de la radio déjà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je me rappelle à une époque où il y avait, je me réveillais avec Yves Ruggieri, et donc une histoire comme ça qu'elle racontait, qu'elle narrait. Et finalement, c'était une sorte de cantine, c'était une histoire qui était racontée et qui m'a rien appris. Et au lieu de chercher autre chose, je dis que ça, ce n'est pas suffisant. J'ai besoin d'apprendre. Par exemple, j'étais en train de rechercher aujourd'hui quelque chose qui est en rapport avec Armand Gatti. Armand Gatti a séjourné à Toulouse, en résidence, invité par ce qui s'appelait à l'époque le Centre de promotion culturelle, et je pense qu'il y avait une compagnie qui s'appelait l'Archéoptérix, je ne sais plus, en tout cas Armand Gatti a fait une résidence, et il y avait quelqu'un qui faisait partie de cette résidence, qui était un étudiant marocain qui s'appelait Rachid El-Hamar, et qu'après, finalement, voilà, je ne sais pas ce qu'il a,
ce qu'il a finalement appris en fréquentant Gatti. En tout cas, c'était en face, je pouvais y aller. Je pouvais aller un peu rejoindre l'aventure Gatti. Après, les choses, ça c'était une chose. Après, il pouvait y avoir d'autres choses, mais c'était moins, je ne sais pas comment dire. Il y a dans le fait de donner un peu, de cultiver le courage et l'audace d'un jeune, il y a une bonne chose et en même temps un risque. Si quelqu'un vous le préparez finalement à ne pas avoir peur, je ne sais pas, il pourrait faire beaucoup de choses et en même temps, finalement, il y a peut-être le désir ou l'instinct de conservation. Il y a des choses qu'on peut faire, mais comportent un danger. Pourquoi pas un camp international au Chili, par exemple. Pourquoi? Si possible, aller à l'autre bout de la terre et aller séjourner quelque part dans un pays qui complètement étranger à soi pour finalement peut-être faire la rencontre de sa vie. Quand on est dans un environnement qui est toujours un peu le même et qu'on souffre de cet sentiment de vacuité, hein, l'impression qu'il ne se passe rien, qu'il n'y a rien, de vraiment. Donc le naufrage, il est multiple. Comme pour ce qui est de la dérive n'est qu'une partie, n'est qu'une des possibilités ou n'est qu'une des expressions du naufrage. En tout cas, quand on fait naufrage, on ne meurt pas automatiquement. On fait naufrage, on peut très bien rejoindre la terre, un îlot peut-être, un îlot, et on imagine, on va y mener une vie assez dure, parce que on va souffrir de manque d'eau douce, ou on va souffrir de manque de ceci ou de cela. Ce n'est pas un lieu très favorable. Normalement, les îlots, c'est pas très favorable à l'existence humaine. En tout cas, on fait naufrage, on récupère ce que l'on peut, mais on va mener une vie, évidemment, beaucoup moins favorable qu'auparavant. Donc le naufrage, on coule. Là, je ne sais pas d'ailleurs comment expliquer le naufrage. On coule. Voilà, le naufrage, c'est carrément... il a fait naufrage, on peut dire que on ne peut pas quitter le navire. Voilà, on coule avec le navire. On n'est pas le capitaine, mais on coule quand même avec le navire. Seulement, le problème du naufrage, c'est qu'il ne prend pas beaucoup de temps. D'où le problème, justement, on revient à un problème de chronologie ou un problème de temporalité. Comment et on peut penser le temps aussi comme quelque chose de très souple. Une chose peut se produire peut-être objectivement pendant peu de temps, un petit laps de temps, mais subjectivement elle peut donner l'impression de durer énormément. Voici donc les choses comme ça. Alors c'est un naufrage qui va se passer en quelques minutes, mais ça va sembler se dérouler très lentement à l'occasion de voir un peu toute sa vie passer, mais aussi peut-être de tenter quelque chose. Voilà, occasion d'essayer de ne pas se couler, quitte à faire n'importe quoi dans cette situation de désespérance. Il est légitime et
même recommandé de laisser de côté tout sentiment humaniste ou autre. On fait d'abord on se sauve soi-même avant de... Voilà, donc il y a ça. Voici donc couler, comment couler, comment... Un naufrage un naufrage, je garde mes mains au repos parce que j'ai l'impression que, comme si je devenais quelqu'un qui parlait, qui avait des... je le ressens quelquefois, les mains, c'est parce qu'on a une difficulté. Mais les mains, il faut les contrôler, on peut les contrôler, on peut les obliger à rester immobiles. Pas besoin de s'accompagner avec une gestuelle, comment dire, une gestuelle manuelle, je ne sais pas comment on peut dire. Voilà, les mains ne sont pas invitées, voilà, dans cet exercice-là. Donc je ne les montre pas, ce n'est pas un problème. C'est juste que déjà j'ai un problème avec la webcam qui fait du bruit. Je sais qu'elle fait du bruit et c'est un peu agaçant. Après il y a le naufrage. Euh, oui, aujourd'hui, le thème du naufrage, ça rejoint évidemment. J'avais déjà fait un texte qui était un texte oral à propos du livre d'Onfray qui parlait de la décadence, et moi j'avais intitulé ça Décadence, j'avais dit décadence, évidemment je n'étais pas d'accord sur la décadence qui serait celle de l'Occident européen. Euh, et après, aujourd'hui il y a des théories qui parlent de l'effondrement de la pas la biosphère, mais l'effondrement du vivant, quelque part. Nous serions en train de nous effondrer. Ah, c'est une hypothèse qui se défend encore moins que celle de la décadence. C'est un parti pris, voilà. C'est un parti pris idéologique, c'est une vision partielle des choses. Le naufrage, là aussi, c'est une réalité quelquefois assez concrète, mais c'est surtout une métaphore ou une rhétorique, comme dirait quelqu'un. Voilà, on n'est pas dans la réalité. Parce qu'on n'est pas devant, parce qu'on n'est pas devant l'inéluctable, on n'est pas devant la mort immédiate. Il y a, il y a le temps de se préparer, il y a le temps de faire de l'ordre dans ses affaires, de laisser testament et testament. Il y a le temps. Si donc ce naufrage, en tout cas, c'est un thème, c'est une thématique intéressante qui permet de donner une sorte de titre global à tout ce travail. Donc à tout ce travail récent. Je ne sais pas ce que j'aurais pu ajouter. Il y a la dérive, il y a aussi l'idée je sais pas, je pourrais intituler ça Traversée par le néant. Au secours, le néant m'habite. Néant, néant, flambant néant, néant vif, néant tenace, néant prépondérant, néant... Voilà donc le naufrage chronique d'un naufrage. Si il est toujours possible, c'est assez classique, une sorte de journal, un journal
une sorte de feuille volante, voilà, comme ça pour parler d'une situation qui nous échappe. Il y a toujours un problème. Alors il y a une sorte de posture. Euh, le fait d'appeler un peu de s'approprier des termes ou de s'approprier un vocabulaire particulier est toujours un peu contestable. Sur quelle base je vais dire de moi que je suis en train de me noyer? Qu'est-ce qui me permet d'abord de dire cela et finalement ne pas parler de quelqu'un d'autre qui serait lui réellement beaucoup plus en avance finalement dans la perte et la perte d'emprise, la perte de contrôle sur sa vie et sur sa vie présente et sa vie à venir. Quelqu'un qu'on empêche de vivre, tout simplement qu'on maintient en prison et qu'on laisse mourir à petit feu par manque de soins, au manque de tout. Manque même, j'ai appris qu'en Égypte, on a carrément empêché les gens de recevoir des couvertures adaptées au froid de l'hiver. Donc ce qui fait qu'on accélérait leur mort, on les tuait de cette façon. Donc c'est une façon assez terrible de donner la mort. Et pourtant voilà, donc je devrais finalement avoir honte et me taire. Et si je devais parler d'un naufrage, si je devais parler d'une tragédie, ça serait celle de ces gens que je ne connais pas, mais que je peux essayer tout de même d'approcher par ce que j'ai accumulé sur les gens maltraités, tout ce que j'ai lu, vu, etc., etc. Donc ça fait de la matière pour pouvoir décrire cette souffrance qui ne ressemble à aucune autre, qui est une souffrance. Il y a des gens qui sont malades, mais ils reçoivent quelque chose, ne serait-ce que des calmants. Et j'imagine que dans les prisons égyptiennes, et plus particulièrement dans certaines d'entre elles, même les calmants sont interdits, pour les prisonniers. Alors, pour les familles peuvent bien amener les choses, mais les prisonniers ne recevront jamais. Donc, voilà, le naufrage. C'est un peu, on pourrait dire, oui, le naufrage un peu de l'humanité, le naufrage de l'humanisme, le naufrage finalement des valeurs, le naufrage de ce qui fait le naufrage de la totalité de ce que nous mettons en avant. Il y a des gens qui sont laissés à leur sort, le monde les a oubliés, et voilà, donc tout partout dans le monde, il se passe des choses horribles, et voilà, et moi, je me mettrai à penser qu'à moi-même. Donc, dès que j'entreprends ce type de développement, je ne peux pas, je peux pas me concentrer sur moi-même. Je suis obligé d'ouvrir, obligé, j'ai pas le choix. Je dois ouvrir sur les autres. Alors, bien sûr, les autres sont présents de façon totalement indirecte, sont présents par les informations que je lis sur Internet, et voilà, donc et je peux pas dire que moi je suis une situation extraordinairement confortable non plus. Voilà, c'est pas ce que j'apprends, ce n'est pas quelque chose que quelqu'un m'aurait fait partager, c'est juste
dans la situation d'isolement et la situation de, de solitude et d'isolement qui est la mienne. Donc, naufrage, je ne sais pas ce que je peux dire. Naufrage, déjà 50 minutes. Naufrage, c'est. J'ai pas réussi vraiment à rester dans la proposition intitulée Dérive. En tout cas, la dérive, c'est vraiment une chose quand certains thèmes, c'est des thèmes qui doivent s'accompagner de dessins, d'une sorte comme ça. Il faut, pour l'écriture, il faut une mise, il faut, j'allais dire, il faut choisir des mots. Alors c'est toujours le problème, comment choisir les mots. Et ce que je fais, donc tout à l'heure je parlais de ce problème de l'attention, j'ai pas assez d'attention depuis toujours et de patience pour pouvoir écrire. L'écriture demande vraiment un effort à part. J'ai été toujours, bien avant l'Internet évidemment, toujours en train de recevoir et des stimulations. Le mot récompense a été prononcé, donc je recevais des récompenses, et plus j'en recevais, plus j'en réclamais. Et le fait de parler comme ça devant le webcam est dans la droite ligne de cette attitude, de cette vie qui manque de concentration, qui manque de patience et, j'allais dire, de sélection parmi les tâches qu'on doit faire. On doit sélectionner certaines tâches et les mettre en avant par rapport à d'autres. Mais ça a quand même l'intérêt que pendant que je parle, je ne peux pas jouer avec la souris, je ne peux pas sauter d'un site à un autre. Je suis obligé de rester totalement, j'allais dire, immobile. Mes mains, si elles ne bougent pas pour suivre ma parole, elles ne font rien d'autre. Elles peuvent jouer avec un papier, j'arrête de jouer avec le papier, et voilà, donc je maintiens mes mains fermement pour les obliger à ne pas bouger. Et je continue, donc je trouve que j'ai plus grand chose à dire, en tout cas le naufrage. Un peu comme cette goutte d'eau qui tombe selon un rythme qui nous apparaît un rythme parfait. Ploc, 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 ploc. Et quand ça tombe vite, c'est ploc, 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 ploc. Il y a comme une sorte de régularité. Il y a sûrement quelque chose dans le microseconde, et il doit y avoir un décalage. Mais concrètement, pour une oreille, pour une ouïe ordinaire, on n'entend pas le décalage. Et donc, c'est comme pour cette histoire. Il y a comme une sorte de métronome, voilà. Donc, on voit sa vie s'écouler. Bam, un bout de son potentiel s'est effacé. Encore un bout. Poum, poum, effacé, 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 perdu, perdu. Et bon, un bout de mémoire aussi, un bout de vie, un bout je sais pas, un bout de tout. Il y a, les choses non pas se défendent, mais les choses se réduisent. Voilà l'idée. Il y avait cette histoire d'accélération du temps, le sentiment que le temps s'accélère quand on avance dans l'âge, quand on commence à être âgé, mais il y a aussi le fait que c'est pas seulement que le temps, mais quelque part, on perd de son intégrité. Bon, bien entendu, quand on atteint un certain âge, et on ne sait pas si on va vivre longtemps ou pas. On entre dans la zone
un peu grise, de l'incertitude quant à son espérance de vie, mais on perd, même si on devait vivre quelque temps, un peu de temps de plus, mais c'est la perte. C'est plus je m'abstiens de faire une chose, moins je vais être dans l'entrepreneuriat et dans l'élan et dans l'acte. Je fais de moins en moins d'actions, je commets de moins en moins d'actes. Je suis totalement... ce n'est pas une histoire de solitude, que même ma solitude d'aujourd'hui ne ressemble pas à celle d'hier ou d'il y a plus longtemps. C'est une solitude dans laquelle je n'ai plus même pas des moments de vibration, des moments d'excitation. Je vis le temps, je vis mes moments de façon presque apathique. Voilà, je suis touché par une sorte d'atonie. Voilà, c'est plus de tonus, plus de capacité à reprendre du goût aux choses, à reprendre un peu, à retrouver une petite ouverture par laquelle je pourrais voir le monde différemment. C'est vrai, moi qui ai beaucoup aimé cette histoire que j'ai trouvée au Maroc, j'ai passé beaucoup de temps à chercher des cartes postales qui n'étaient pas les cartes postales ordinaires. J'en ai trouvé, c'est vrai, mais il fallait les chercher dans une ville, et pas partout. Et donc, il y avait une carte postale qui était une fenêtre un peu faite d'un bois pas très fini, un peu fenêtre, comme on pouvait en voir à la campagne marocaine, peinte en bleu et qui donnait sur un champ multicolore dans lequel il y avait évidemment des coquelicots. Donc, un œil comme ça ouvert sur l'immensité colorée, sur l'immensité vivante, sur l'immensité lumineuse. Donc une sorte de petite meurtrière, même une meurtrière, mais ailleurs. Je puisse regarder le monde à partir de cette meurtrière et voir et avoir accès à quelque chose de grand. Alors que là, j'ai en face de... J'ai une grande fenêtre, finalement j'en ai quatre, et ça me sert à rien. Ça me sert à voir un mur. Chaque fois que je regarde, je vois un mur ou je vois d'autres fenêtres qui ne me disent rien. Il y a dedans des anonymes, je vois des anonymes, alors qu'un paysage m'aurait parlé plus que les gens qui peuvent se trouver à quelques mètres. Et ces gens, aujourd'hui, je suis même plus capable de voir leur visage de par mes déficiences visuelles, mais même avant, quand je voyais bien, ça pouvait pas aller loin. Il fallait pratiquer l'évitement. Pour vivre chez soi tranquillement, il faut éviter d'entamer un quelconque rapport avec ses vis-à-vis. Donc le naufrage, il est évidemment comme beaucoup d'autres questions, il est multiforme, multi-étages, multi-structures, multi-densité, multi-images, multi-conscience. On a conscience d'un certain type, quelquefois, de naufrage. Et d'autres moments, on a conscience, alors le naufrage quelque part, plus lourd, vraiment plus... Et un naufrage un peu, je sais pas, on a encore le temps. On a encore le temps de sauver quelque chose.
Ne paniquons pas, surtout pas, on va couler, mais il faut couler en bon ordre, on va quand même vraiment faire les choses, peut-être qu'on a le temps d'écrire quelque chose avant vraiment de nous laisser engloutir par l'eau. Il y a alors le naufrage, chronique d'un naufrage en cours, d'un naufrage, j'allais dire à compte-gouttes, un naufrage plutôt, oui, aigre-doux. Pas, à un moment, on s'habitue tellement à vivre dans quelque chose qui, qui est, qui est particulière, que en fait, ça devient notre environnement. C'est un environnement totalement improductif, totalement impossible finalement à accepter. Et pourtant, à force, donc je n'ai pas de joie, mais ce n'est pas grave. Je suis habitué à ne pas ressentir de joie, à ne pas ressentir quoi que ce soit à part une sorte de torpeur ou une sorte d'extériorité. Je me sens pas dans le monde, je me sens, malgré le fait que je suis vraiment très près de la plupart des choses qui se passent dans le monde, crise majeure, crise médium, crise mineure, peu importe, je suis au courant de tout, mais ça ne veut pas dire que j'appartiens au monde pour autant. Je suis un extérieur en totalité. Donc il y a cette chose, alors j'ai dépassé 1 heure, il y a le naufrage, c'est pas évident, là, déjà il y a 1h20, c'est pas évident en tout cas je voulais entamer cette thématique avant de passer au 24. Déjà avant-hier j'étais dans le 22, hier j'étais en 23, aujourd'hui je suis dans le 24, et ça se précipite et je suis balancé de 22 en 22, de mois en mois, et je vais à mes 60 ans gaiement, sans rien, finalement j'y vais. Je proteste même pas, euh, je, je peste pas, je, je, j'éructe pas, je n'interpelle pas Dieu ou je sais quoi, ou le destin, ou je dis pas non, je suis pas d'accord. Stoppez le décompte, stoppez le temps. Je veux pas arriver à 60 ans. Je veux pas avoir 60 ans. Qu'est-ce que je peux faire contre? Voilà, là j'ai trouvé un angle d'attaque pour les chroniques du naufrage et voilà, c'est que ça génère. Voilà comment les choses se font. Et moi, là-dedans, j'ai pas l'impression de participer à ça, d'y consentir. Je n'y consens point. Pourtant, administrativement parlant, eh bien, finalement, si on regarde l'année de ma naissance, je suis déjà 60 ans. Mais si on regarde les mois, non, pas encore. Mais finalement, ça ne change pas trop. J'ai déjà 60 ans. C'est énorme, c'est une chose totalement incredible, c'est impossible à penser. Mais pas à croire, à penser. On ne peut pas penser 60 ans. On ne peut pas penser sa vieillesse. On ne peut pas penser ces choses-là. Donc, simplement, voilà, je trouvais quelque chose à ajouter, même si je suis déjà hors de ce développement. En tout cas, j'ai ajouté cette chose-là. Une chose qui m'interpelle, c'est qu'il y a quelqu'un qui lit, qui écoute mes vidéos. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est YouTube qui fait un contrôle? Est-ce que c'est un service de renseignement? Est-ce que quelqu'un... Et ça ne s'enregistre pas comme une vue. C'est bizarre ça. Mais voilà, au moins j'ai quelqu'un qui, peut-être, c'est une machine, peut-être c'est un être humain, qui m'écoute. Alors je lui envoie un petit signe comme ça.
Évidemment, je dis, on est deux, on est plusieurs dans cette affaire-là. Souvent, l'Amérique se considère comme une puissance. Et beaucoup de gens, je ne sais pas, quand il y avait le déclin de l'Empire américain, on pouvait penser à un déclin de l'Empire romain, et c'est une chose, le déclin de quelque chose qui a été puissant. Donc, les États-Unis, le déclin, moi je partage avec toi ce sentiment de déclin qui m'attend, et peut-être si tu es américain, le sentiment de ton déclin futur, puisque ton, ton, ton monde va subir finalement des défaillances. Cela est inévitable à un moment donné, ça va, comme on dit, dysfonctionner. Bon, ça va pas tenir pour des contradictions internes ou pour des raisons externes. En tout cas, il n'y aura pas les barbares, ça c'est évident. On n'aura pas les mêmes processus que celui qu'a connu l'Empire romain. Mais en tout cas, il y aura autre chose. Mais en tout cas, ça ne durera pas longtemps. Alors on sait, on va dire 4 5 siècles, c'est déjà beaucoup. 10 siècles, c'est peut-être beaucoup, beaucoup. Mais c'est quoi 10 siècles devant l'immensité du temps? Simplement, voilà les éléments de la puissance. Ce n'est qu'une puissance passagère, c'est une puissance provisoire. Voilà, donc on est dans le provisoire. On revient à un sentiment d'être dans le provisoire, et dans le provisoire qui peut finalement se dégrader et devenir du précaire. Donc c'est même plus du provisoire, c'est du précaire. Moi j'ai... si on prend les choses un peu dites faits divers, les choses qui arrivent pas souvent, mais qui sont quand même assez remarquables, entre guillemets, parce qu'ils constituent des faits uniques. Quelqu'un était dans une exposition de livres, il avait un livre qu'il avait signé, et il était en train d'acheter des livres, et puis il a une perte de connaissance, et il meurt. Je ne sais pas comment dire, un écrivain, quelqu'un qui écrit, qui meurt après avoir finalement reçu l'aval du public, après avoir finalement rencontré son public, et il est mort en train d'acheter des livres. Finalement, c'est une belle fin pour quelqu'un peut-être qui aimait les livres, qui aimait le contact avec les lecteurs, etc. En tout cas, voilà, donc le provisoire qui peut durer. Un provisoire qui dure, c'est une expression courante, mais un précaire aussi qui peut durer. Et le précaire est une étape, un peu quelque chose, une étape ultime, ou une étape avancée de ce qui est provisoire, donc de ce qui est déjà pas très stable. Quand c'est précaire, c'est que c'est en grand danger, une situation totalement euh, hors, facilement hors contrôle. On perd le contrôle. Bien entendu, dans cette histoire de soi, par rapport à sa vieillesse, par rapport à son corps, par rapport à son espérance de vie propre, etc. Et par rapport au risque qu'on fait courir à ce corps, puisqu'on ne l'entretient pas, on l'oblige finalement à se dégrader. C'est une question, soit et son corps. Qu'est-ce qui prend la décision? Je sais que je fais du mal à mon corps, mais je n'arrive pas
à trouver les ressorts pour pouvoir finalement tenter de sauver ce qu'il est possible de sauver. Voilà donc sauvetage, donc, naufrage, sauvetage. On appelle, on appelle un sauveur, on appelle quelque part quelqu'un qui lancerait une bouée de sauvetage, un être comme moi ou un autre, peu importe. On attend, on attend, mais je ne sais pas si la bouée est toujours, c'est une promesse. La bouée, il y a des gens qui peuvent couler tout en étant bien, tout en arborant leur bouée, tout en ayant cette bouée sur eux. Pas, c'est pas toujours une garantie absolue, quoi. Donc, oui, il y a beaucoup de choses qui participent dans ces histoires de mort ou ou de non-mort. Quand on réussit à se sauver, c'est quand on a eu finalement beaucoup de chance parce que il y avait tellement de possibilités de ne pas de ne pas survivre que voilà, c'est réellement un exploit. Voilà donc une chronique d'un naufrage à venir ou en cours, un naufrage. C'est vrai que la situation est totalement presque impossible. Il, il y a il y a toujours eu des gens autour de moi à un moment donné. Mais là, je peux rester beaucoup de temps sans recevoir aucune sollicitation de l'extérieur. C'est une chose, voilà, dans la dégradation, dans le pire, il y a toujours un pire encore plus, comment dire, quelque part, je pouvais rester peut-être 3 jours, et voilà, quelqu'un qui appelle, ou quelqu'un qui passe, puis là, je peux rester une semaine, 10 jours, sans recevoir aucun appel, et même plus. Euh, c'est assez. J'imagine qu'on est nombreux dans ce cas-là, c'est assez. En tout cas, c'est pas que ça soit scandaleux ou révoltant, c'est comme ça. C'est comme ça. Il faut juste. Il faut plus, finalement. Il faut plus se mettre en colère ou il faut rester calme et accepter cela. Voilà, ça fait partie des choses, comme on dit, des scénarios possibles. Voilà, c'est une chose. Il existe des gens hyper socialisés, hyper sociables, hyper connectés, et puis il y a des gens qui sont totalement déconnectés de toute la société, à tous ces niveaux. Quand on avait quelqu'un qui était autour de soi et qu'on jugeait comme ayant peu de valeur socialement parlant, quelqu'un qui n'a pas, ne connaît, qui n'a pas les moyens de, de, de vous obtenir un avantage ou un autre. Quelqu'un qui n'a pas de relation, quelqu'un qui n'a pas de force économique, quelqu'un qui est un agent mineur du système, voire quelqu'un qui est hors du système, hyper marginal. Vous ne savez pas quoi faire de son amitié. Vous cherchez plutôt à faire appel
à des gens qui peuvent vous permettre de vous élever, un peu de court-circuiter le temps de la montée, qui finalement d'abréger un peu la durée de l'ascension et quelquefois de réussir à l'ascension surtout. Ne serait-ce que simplement pour un avantage matériel des plus simples. Quelqu'un qui connaît quelqu'un, il suffit d'un appel pour que les choses se règlent. Et quand vous avez quelqu'un qui ne peut même pas vous conseiller, qui ne vous inspire rien, qui n'est même pas d'accord avec la nécessité finalement de fréquenter les puissants, quel qu'elle puisse être leur degré de puissance. Les puissants mineurs, les puissants majeurs, les puissants médiums, tout le monde. Il faut en avoir un peu de tout. Voici donc... alors le naufrage, c'est aussi un naufrage au niveau des mots, au niveau... là, je peux utiliser le terme d'imaginaire, mais aussi de son imagination, de sa capacité à susciter des visions, à susciter des solutions, à imaginer un possible autre. C'est de l'imagination, c'est pas de l'imaginaire, donc c'est clair que je fais la différence entre les deux, et c'est l'imagination, c'est la capacité que vous pouvez avoir à dévoiler quelque chose qui fait partie de ce qui est voilé, de ce qui est caché, de ce qui est gardé hors de vue. Vous pouvez, en faisant appel à votre imagination, vous trouver les chemins propices à finalement, à votre, je ne peux pas dire élévation, mais à votre émancipation, à votre salut, voilà, à travers l'imagination, à travers comment cette imagination, elle ne vient pas de nulle part, elle est construite, elle est issue des 1000 imaginations précédentes que vous avez finalement intégrées, que vous êtes appropriées. Et puis voilà, donc c'est la capacité à trouver des mots, et la capacité à trouver du sens, à élaborer les concepts, à concevoir les clés, toute cette chose qui est éminemment précieuse, que quelquefois nous n'avons pas. Alors je ne sais pas ce que je dis là, j'arrive plus à me concentrer, alors je dis les choses sans trop les penser. En tout cas, c'est comme ça, alors c'est toujours un peu comme ça, on n'est pas toujours très présent dans ce qu'on dit, quelquefois on continue et soi-même on est un peu surpris par ce que l'on peut dire, mais là il y a une... Et je persiste à rester alors que normalement j'ai plus la foi, j'ai plus la conviction, je suis plus persuadé de devoir rester encore un peu plus. Ça sert à rien, strictement à rien. Et la chose qui est quand même à dire, c'est que l'effort qu'on fournit, que moi j'ai fourni et que d'autres fournissent, pour essayer de comprendre la raison de l'échec, si on avait mis
un centième de cet effort, si on l'avait mis pour mieux, mieux décider, mieux agir, on se serait épargné énormément de choses, énormément de vicissitudes, énormément de regrets, énormément de choses. On ne se serait pas détruit comme on l'a fait. Ouais, et c'est cette entreprise de destruction de soi, de démolition de soi, finalement, elle est là et on est, je sais pas, un coup de colère comme sur, je sais pas, de façon comme ça, et réfléchi, on détruit quelque chose qui, qui a de la valeur, mais après on se retrouve avec les débris, on se retrouve avec les morceaux. Qu'est-ce qu'on peut faire des morceaux? On ne peut rien en faire. Euh, on ne peut pas, on peut pas revenir en arrière. Il y a des choses sont impossibles et à reconstituer. Sauf si c'est la céramique ancienne, antique, quelquefois ça vaut le coup, oui, etc. Mais on n'est pas la céramique figure noire ou à figure rouge, on n'est pas dans cette production qui intéresse les musées, etc. On est dans soi et ce qu'on a fait de soi. Et on voit un peu ce qui gît par terre, nos rêves, notre destin, nos possibilités, notre être, tout ça qui est réduit à des lambeaux, qui est réduit à une sorte de choses informes. On ne sait même plus comment appeler cela. On est, on est face à quelque chose qu'on n'arrive même pas à comprendre, même plus à comprendre. On n'arrive même plus à en parler, à la décrire. Ça fatigue, c'est déjà, on se sent épuisé avant d'avoir commencé. C'est même pas la peine. À quoi bon? À quoi bon? Alors tout cela, alors je ne sais pas combien au niveau de l'énergie mentale, il doit y avoir moyen de calculer l'énergie mentale. Alors l'énergie mentale consacrée à parler de l'échec, elle est, elle est d'une, comment dire, elle est immense. Je ne sais pas quelle unité de mesure on pourrait choisir, mais en tout cas, c'est quelque chose d'immense. Alors, je ne sais pas si on pourrait faire comme pour l'air ou pour en mètre cube d'air, je ne sais pas, en mètre cube d'énergie mentale. Ça doit être vraiment un chiffre effarant. Et en face, l'énergie mentale qu'on a consacrée à la réussite, vraiment à côté, elle est hyper modeste. Voilà. Donc c'est ça, c'est toujours un peu comme un acte que vous commettez, et après vous êtes puni pour ça. Et donc vous avez 15 ans, 10 ans à réfléchir à cet acte qui n'a duré que quelques secondes, et voilà. Et moi j'ai échappé, on peut dire, j'ai échappé à quelque chose de cette nature, concrètement parlant. Il y avait une fille à qui, donc il y a très longtemps, une fille à qui j'ai donné un bonbon ou je sais pas quoi. Et finalement, je sais pas ce qui s'est passé. Cette fille, elle a commencé, c'est une petite fille, elle a commencé à se moquer de moi. Mais j'ai pas supporté parce que moi, je sais pas, j'ai grandi, j'avais toujours l'impression que les enfants se moquaient de moi. Petite, une petite singularité à moi, mais en tout cas, je lui ai donné une gifle qui l'a fait tomber sur du carrelage, le- sur le sol. Et elle n'en est pas morte.
Finalement, je ne sais pas ce qui lui est arrivé par la suite. En tout cas, en tout cas, elle est tombée par terre. Imaginons, il y a des gens comme ça qui donnent un coup, simplement un coup, sous le coup de la colère. C'est une chose un peu, on réfléchit pas. On donne un coup et on se retrouve à gérer des conséquences sans fin. Voilà, on a tué un enfant et voilà, on est en procès avec la société. Voilà, on a des comptes à rendre pour quelque chose qui a été. Voilà les choses. J'ai choisi de ne pas choisir une carrière, une voie. Et finalement, je le paye. Je continue de le payer. Mais là, c'est normalement, j'aurais été en prison pour un acte physique. Finalement, j'aurais déjà finalement achevé ma peine depuis longtemps. Ça aurait quoi duré 30 ans, même 30 ans. Mais là, pour ce qui est de ce sentiment d'échec et de ça dure depuis ça dure depuis 40 ans maintenant. C'est pas prêt de s'arrêter. Donc je continue de payer pour quelque chose que j'aurais pu régler en quelques dixièmes de seconde. Il suffisait de juste de ne pas choisir immédiatement, de reporter un peu les choses et ça aurait été dans mes possibilités. Voilà, je finis donc cette histoire. Alors, donc j'ai rappelé cette petite fille que j'ai giflée il y a 40 ans. Et finalement, il y a des choses comme ça quand on parle, on accède à une sorte d'univers du vécu. Et quelquefois, on accède un peu à des lieux de façon assez régulière. Quelquefois, il y a des événements qui restent assez à l'écart. Et ne serait-ce qu'il y a des choses qui ne reviennent pas. Ils ne reviennent pas quand on parle. Il ne revient que quand on est dans une sorte de songe. Alors, une sorte de. Quand on est silencieux. À ce moment-là, il y a des choses qui émergent, mais si on les transcrit pas, si on n'en garde pas une trace, on ne va pas les retrouver dans ces paroles. C'est comme ça. Alors, on est toujours content de finalement d'avoir ressuscité un événement, de l'avoir sorti de sa gangue d'oubli. Voilà, comme on peut être content d'avoir ressuscité un mot qu'on n'a jamais rappelé. Voilà, il était totalement oublié. Et voilà, qu'on le ramène à la vie. Voici donc le naufrage est de toutes sortes. Et ça rejoint évidemment le procès qu'on se fait à soi-même. On est un procureur. Il n'y a pas pire, il n'y a pas plus dur, il n'y a pas plus sévère procureur que soi-même, évidemment. Et j'ai toujours pas trouvé ce terme juridique. Je suis en train de requérir, ou je ne sais pas comment on dit, et cela dure depuis très très longtemps. Je suis en train de battre tous les records. Et ça continue. Alors ça change de terme, mais finalement c'est la même chose, c'est le procès permanent, comme on disait, la révolution permanente. Et voilà donc le procès est permanent. Ce n'est pas un procès de Moscou, qui lui n'était pas permanent, mais c'est un autre type de procès qui lui est encore finalement, on ne peut pas le mettre et finalement on ne peut pas en rejeter la faute sur quelqu'un. Les procès de Moscou, c'est Staline. Les procès autres, c'est voilà, c'est le système. Mais les gens étaient innocents
Alors que moi, je ne me déclare pas du tout innocent des crimes que j'ai commis envers moi-même. Là, c'est comment peut-on, finalement, on est dans un rapport assez particulier. Il faut, si on est le juge et en même temps juge et partie, c'est impossible et pourtant ça tient. Ça tient, alors on est appelé à juger. Se juger, il ne faut faire preuve d'aucune magnanimité, faut faire preuve d'aucune. Il ne faut rien prendre en compte, à part, il faut prononcer le verdict le plus, dire le verdict qui convient. Il ne faut pas alléger, il ne faut pas chercher à comprendre. Il n'y a pas à comprendre, il n'y a pas à pardonner, il n'y a pas à contextualiser, il n'y a rien. Il y a à appliquer la loi de la façon la plus sévère et la plus absolue possible. Le possible et l'ultime de la sanction, il faut l'appliquer. Si c'est 30 ans, c'est l'éternité, comme dirait quelqu'un, l'éternité plus un jour, si la peine doit durer éternellement, qu'elle le dure, qu'elle soit éternelle. Là, comme un peu une sorte de condamnation à l'enfer avant le moment. Voilà. On est dans une sorte de comment dire, on précède un peu les choses. Alors, voilà, je dois souffrir ici-bas avant peut-être de souffrir là-haut, peut-être ailleurs, je ne sais pas, moi en tout cas ici je ne mérite que la souffrance et que la peine et que une sorte d'inconfort permanent. Voilà, donc c'est terminé comme ça, c'est achevé comme ça. Évidemment, je n'ai pas montré mes mains, je dois m'en défaire. J'ai toujours un problème avec cette mise au point de la webcam, à laquelle je n'ai pas trouvé de solution pour l'instant. En tout cas, voilà comment on peut entreprendre et peut-être mal entreprendre. Si quelqu'un m'écoute et s'il a des propositions pour corriger, pour rectifier les choses, qu'il le dise. C'est toujours pour peut-être pour je ne sais pas quel est le meilleur moment, le moment le plus indiqué pour parler. Simplement, je me rappelle, je suivais une sorte de cours de danse contemporaine ou d'expression corporelle. En tout cas, je devais jouer, je devais faire quelques mouvements sur la musique du Midnight, je sais pas, peut-être c'est Midnight Express, je sais plus. En tout cas, il y avait un film qui était tourné en Turquie, dans les prisons turques, et il disait beaucoup de choses. Évidemment défavorable à la Turquie et peut-être du système judiciaire turc. Ça n'a pas beaucoup changé aujourd'hui. En tout cas, des choses très dures. Le film, je ne l'ai pas vu, j'ai refusé de le voir. Mais uniquement la pochette du disque m'avait donné, un peu, m'avait inspiré. Et j'ai mis mes mains dans mes poches et j'ai pris une attitude, voilà, une posture. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est de prendre à la posture, d'accompagner les mots avec une posture et d'autres postures. Il faut illustrer les mots par un déplacement dans l'espace, par des actes, par des gestes. C'est nécessaire, c'est vraiment... Alors, puisque je suis dans cet espace et que je ne peux pas le quitter, c'est ça le problème. Et puis, si j'avais été dans un espace plus favorable, je serais passé à cette étape et que je pense
est vraiment indispensable. L'étape pendant laquelle je serai dans une sorte de multiplicité de l'expression. Il y aurait l'expression corporelle, plus pas obligatoirement toujours la langue, uniquement peut-être des sons, peut-être je pourrais m'accompagner de certaines choses, je pourrais taper sur des casseroles, tiens, pourquoi pas, faire du bruit, ben, simplement là, euh, mimer des choses, euh, je pourrais un peu mettre en scène une exécution, voilà, la mienne par exemple, et des choses comme ça, pour un peu ajouter quelque chose à cette prise de parole qui autrement se déroule un peu d'une façon qui semble un peu trop, comment dire, comme s'il y avait, il manque quelque chose. Alors cette chose, je ne sais pas comment on peut l'incorporer. Il y a quelque chose à ajouter et malheureusement je n'ai pas l'espace pour cela à cause des voisins, tout simplement. Voilà donc l'agonie, puisque c'est aussi le naufrage, c'est aussi ça va déboucher sur une agonie. Donc l'agonie, la mienne en tout cas, là aussi, c'est une agonie assez qui dure dans le temps, aussi où je peux rester à l'intérieur de cet espace, mais j'ai même pas accès à tout l'espace. J'ai accès qu'à une partie de cet espace, parce que autrement le bruit m'empêche de me sentir finalement tranquille. J'ai besoin de cette tranquillité phonique et presque cette absence de bruit de l'extérieur, enfin du dessus par exemple. Après le bruit de l'extérieur c'est pas un problème, on peut même l'intégrer. Mais que des gens vivent au-dessus de moi et qu'ils finalement qu'ils se déplacent avec bruit, ça c'est une chose qui participe à mon sentiment de dégradation et de perte de contrôle sur ma vie. Et ça m'atteint d'une façon que je ne peux pas décrire. Ça m'a détruit, ça a participé à ma destruction et pourtant, voilà, c'est comme ça. C'est une chose finalement, on peut parler d'une sorte de malédiction comme si on était suivi, on, on avait été maudit par quelque chose, peut-être une malédiction héritée, et quelque chose comme ça. Alors, ce destin malheureux, ce destin regrettable est peut-être une chose tout à fait normale et que je dois payer soit pour quelque chose que j'ai commis, que j'aurais commise, mais je ne sais pas laquelle, ou soit je paye pour pour quelque chose que quelqu'un de mes proches aura commise, je ne sais pas comment on dit. En tout cas, il y a matière à hypothèse, et voilà, je m'arrête là. Simplement, j'ai réussi à tenir avec énormément de difficultés jusqu'à 1h30, ça suffit.